Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Des jeunes témoignent. Elles ont continué à l'harceler jusqu'à qu'elle ne vienne plus en cours. Il y a eu aussi des problèmes avec la direction. Elle a aussi porté plainte. Ils ont même parlé avec leurs parents, mais même avec tout ça, ça n'a rien changé. Des experts décryptent et s'engagent. Dans certains cas, c'est possible effectivement que l'école ne fasse rien, peut-être de moins en moins. Par contre, il me semble que la plupart des cas, l'école fait des choses, mais qui ne sont pas suffisantes pour arrêter, réduire la souffrance. Red Flag, imaginé par Caroline Naudin et Amandine Franzoni. Nous sommes psychologues-chercheuses, doctorantes à l'UNIL. Et la violence envers les jeunes, c'est une réalité qu'on veut dénoncer. Red Flag, c'est un podcast pour aider les jeunes, parce que la violence, c'est jamais ok. Violence dans le couple, dans la famille, dans le sport et à l'école. Dans cet épisode, c'est de violence à l'école dont il est question. Avant d'écouter le témoignage de Victoire et d'Hermione, on vous donne quelques infos sur le sujet. Selon l'UNESCO, les violences à l'école, ce sont toutes les formes de violence qui prennent place tout aussi bien à l'école que autour de l'école. Et ça inclut à la fois les violences de type physique, psychologique et sexuel, mais aussi le harcèlement et le cyberharcèlement. La forme la plus répandue de violence scolaire, c'est le harcèlement. D'ailleurs, en Suisse, et plus spécifiquement dans le canton de Vaud, des chercheuses comme Caroline Dayer préfèrent parler de phénomène d'harcèlement-intimidation entre élèves. Selon elle, ce phénomène se caractérise par des violences répétées et qui sont le produit d'un effet de groupe, ce qui va créer une situation asymétrique où l'élève qui en est la cible va se trouver dans une incapacité à se défendre. Le harcèlement peut prendre la forme de violences verbales, physiques et aussi psychologiques. Lorsque ce phénomène se produit sur les réseaux sociaux, on parle de cyberharcèlement-intimidation entre élèves. Les violences à l'école peuvent être exercées par les élèves, les enseignants et enseignantes, mais aussi par toutes les autres personnes travaillant dans le contexte scolaire. Les études scientifiques montrent que les auteurs les plus fréquents de la violence à l'école, ce sont les élèves. Selon une étude de l'UNICEF de 2021 qui s'est intéressée aux jeunes élèves âgés entre 9 ans et 17 ans en Suisse et au Liechtenstein, presque un enfant sur 3 a indiqué avoir subi de la violence physique à l'école par un autre camarade et environ 2 enfants sur 5 de la violence psychologique. Une autre étude vaudoise réalisée par Stadelman et ses collègues en 2022 indique qu'environ un jeune de 15 ans sur 10 a subi du harcèlement-intimidation entre élèves. Pour le cyberharcèlement-intimidation entre élèves, c'est environ un jeune sur 20 qui en expérimente. Un jeune de 15 ans sur 10, 2 enfants sur 5, presque un enfant sur 3. Au-delà des chiffres, il y a des victimes. Des victimes comme Hermione qui a subi du harcèlement de la part de ses camarades, mais aussi des témoins qui souffrent de ces violences, comme sa meilleure amie Victoire. C'est Basile Perret, maître d'enseignement à la Haute École de Travail Social et de la Santé, aussi membre du comité de Ciao.ch et de l'association NU, qui réagira au témoignage de Victoire et d'Hermione. Victoire nous raconte l'histoire de son point de vue en tant que témoin, mais aussi celui d'Hermione avec un texte qu'elle lui a transmis. C'est surtout basé sur une amitié toxique qui avait justement ma meilleure amie Hermione avec 2 autres amies à elle. Et moi, j'avais plus trop contact avec Hermione vu qu'elles étaient vraiment tout le temps les 3. Les 2, elles m'aimaient pas. Donc c'était un peu dur pour ça. Et à un moment, on s'est rendu compte que leur amitié était très toxique. Alors on a coupé court avec ces 2 filles. Et c'est là où tout est parti, le harcèlement à l'école, même par message. Donc on a décidé de les bloquer de partout. On s'est dit c'est arrêté. Et une année après, donc cette année scolaire, elle s'est retrouvée en classe parallèle avec eux. Elles ont continué à l'harceler jusqu'à qu'elle ne vienne plus en cours. Il y a eu aussi des problèmes avec la direction. Elle a aussi porté plainte. Ils ont même parlé avec leurs parents, mais même avec tout ça, ça n'a rien changé. Elle a des cours particuliers maintenant, mais elle ne va plus en cours. En tout cas, plus avec nous. Donc là, je vais lire un texte que Hermione a fait elle. Comme ça, on a aussi son ressenti et son histoire au complet.
Suite à une amitié trop toxique, je décide de couper les ponts avec ces filles-là, avec ces personnes. Elles l'ont mal pris et elles ont commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, me menacer, me faire des réputations. Un soir, je vais dormir chez ma meilleure amie, donc moi. Et là, c'est parti vraiment trop loin. Elles ont fait un groupe Snap avec des personnes qui n'ont rien à voir. Et elles m'insultaient et me menaçaient de me frapper. Quand j'ai vu ça, en fait, elles dormaient chez moi, mais on se voyait pas aller dire à mon papa ça. Parce que lui, il pouvait rien faire dans l'histoire, alors on a juste un peu laissé passer ça. Vient la rentrée des classes, donc 2024-2025. En classe, je me sentais pas à ma place. Je me suis dit qu'avec le temps, ça va passer. Bah non, cela n'a jamais cessé. Et le pire, c'était le cours parallèle, car elles étaient dans ma classe. Donc il y avait des moqueries, des insultes, des bousculades et des vols de matériel. Un jour, mes parents ont pris rendez-vous avec le directeur dans l'espoir d'arranger les choses. Cela n'a fait qu'empirer et je recevais des menaces de mort, des insultes, des bousculades. Je tombe petit à petit en dépression, je vais plus en cours, je ne mange plus et j'ai fait 2 tentatives de suicide. Je me mutilais. Pour mes parents, mon copain et ma meilleure amie, c'était l'enfer. On peut laisser passer ça. Vient la rentrée des classes, donc 2024-2025. En classe, je me sentais pas à ma place. Je me suis dit qu'avec le temps, ça va passer. Bah non, cela n'a jamais cessé. Et le pire, c'était le cours parallèle, car elles étaient dans ma classe. Donc il y avait des moqueries, des insultes, des bousculades et des vols de matériel. Un jour, mes parents ont pris rendez-vous avec le directeur dans l'espoir d'arranger les choses. Cela n'a fait qu'empirer et je recevais des menaces de mort, des insultes, des bousculades. Je tombe petit à petit en dépression, je vais plus en cours, je ne mange plus et j'ai fait 2 tentatives de suicide. Je me mutilais. Pour mes parents, mon copain et ma meilleure amie, c'était l'enfer. Moi, à ce moment-là, je savais plus vraiment quoi faire avec elle parce qu'en fait, je ne pouvais pas non plus passer tout le temps du temps avec elle. Je pouvais pas tout le temps l'aider. J'essayais, mais c'est dur aussi d'aider d'autres gens quand ils sont vraiment pas bien. J'essayais, mais c'est pas facile. Je continue de subir ça jusqu'au jour où on a décidé de porter plainte. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir écouté. Une semaine après cela, on reçoit un appel du beau-père d'une des 2 filles, car ils veulent absolument nous voir. Donc on se voit, moi, les 3 filles, avec chacun de leurs parents, sauf une, car ils n'étaient pas au courant. Bref, on discute pour trouver un moyen de faire taire les rumeurs sur moi. Au passage, les filles ne se sont jamais excusées. Le moyen était de se tolérer. Pendant 1 semaine, je ne parlais à personne. Je ne sortais de ma chambre pour aller aux toilettes et manger des fois quand ça devenait urgent. La rentrée scolaire après Noël, j'ai été 1 semaine en cours. Bah c'était pire que d'habitude. Elles ont tout fait l'inverse, elles m'insultaient encore plus, me menaçaient de ne jamais raconter l'histoire, sinon ça allait très mal se passer. Et la semaine là, je l'amenais tous les jours devant sa salle de classe. Mais vu que je suis pas en classe avec elle, dans la classe je pouvais rien faire. Donc des fois j'arrivais en retard en cours, mais les profs ils comprenaient, vu que c'était pour elle et qu'elle était vraiment pas bien. Donc je l'amenais en classe, je revenais, je prenais le bus avec elle. Mais vu que moi j'ai pas non plus le même bus qu'elle, je pouvais pas tout le temps le faire, parce que j'avais peur de me prendre une amende ou ça. Donc c'est ça aussi qui était très compliqué pour elle, parce que sinon en fait elle était seule. Parce que ses 2 amies, elles ont vraiment retourné tout le monde contre elle. Après cette semaine-là, je ne suis plus jamais retournée en cours, car cette histoire n'a jamais été prise au sérieux. Maintenant, j'essaye de m'en remettre chaque jour et un pas vers la guérison. Et je souhaite à aucune personne de ne vivre ça. Et je tenais à remercier ma famille, ma meilleure amie, car sans elle, je ne serais forcément plus là. Et mon copain, qui a été une grande force pour moi. Donc ça, c'est ce qu'elle a ressenti. Et c'est vrai qu'en fait, après, elle n'est plus jamais revenue en cours avec nous. Mais elle a 2 jours par semaine, 2 heures de cours, mais juste avec une prof. Et elle vient après nous et elle repart avant nous. Comme ça, ils sont sûrs qu'elle croise vraiment personne. Basile Perret, qu'est-ce que vous inspire cette première partie du témoignage de Victoire et d'Hermione ?
D'abord, l'importance de pouvoir donner ce genre de témoignage avec plusieurs points de vue de la victime, évidemment. L'importance de libérer la parole par rapport à des épisodes qui sont clairement inadmissibles dans la vie d'une jeune, d'un jeune. Je trouve également intéressant d'avoir le témoignage de son amie, l'importance bien sûr du soutien qu'elle peut amener, mais aussi l'importance des limites du soutien qu'elle peut amener. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est un témoignage assez particulier. On voit la peine que peuvent ressentir les personnes proches, qui évidemment ne peut pas être comparée avec la peine des victimes, mais qui reste une peine importante à prendre en compte. Les choses incroyables que ces personnes peuvent mettre en place, mais qui ne sont jamais suffisantes en fait. L'importance évidemment que les adultes puissent réagir dans l'encadrement donné à ces groupes de jeunes. L'importance de travailler ensemble aussi avec les parents, parce que là on voit très clairement dans cet épisode les manques et les limites de l'appel à une sorte de médiation faite par des parents. On se rend compte que dans ce cas-là, souvent les jeunes peuvent s'engager, comme c'est dit, à tolérer, à se tolérer. Mais dans les faits, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas un encadrement qui est beaucoup plus strict en lien avec ces phénomènes, ben on voit que malheureusement ça recommence vite. Et selon vous, quel type de violence Hermione a subi ? Les 3 types de violences principales. Autant la violence verbale, avec les insultes, la violence psychologique, avec la mise à l'écart. Et ce qui nous inquiète beaucoup par rapport à cette thématique aussi, c'est si on laisse faire, si rien ne se passe de manière suffisamment claire et limpide pour arrêter ces types de violences, ben on vient rapidement à la violence physique aussi, comme on a pu voir. Et quelles conséquences ces types de violences peuvent avoir à court et à long terme ? Évidemment, ça amène un mal-être qui peut être plus ou moins profond selon les ressources à disposition des jeunes. Dans le cas présent, il semble à écouter que cette victime est évidemment dans une situation de souffrance très importante, mais qu'elle arrive à trouver des moments de ressourcement, des personnes qui peuvent l'accompagner avec les limites qu'on a pu apercevoir. À long terme, ça crée de la phobie sociale, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, suite à ce qu'elles ont vécu dans le cadre de leur enfance, de leur jeunesse, ont beaucoup plus de peine après de pouvoir s'intégrer au niveau social, au niveau professionnel aussi. On voit, suite à ces traumatismes, des problématiques d'aller à la rencontre des autres. D'où l'importance, comme on le répète souvent, et comme c'est répété dans le témoignage, de pouvoir agir le plus vite possible, en fait, pour justement éviter ces souffrances qui peuvent s'inscrire et qui peuvent avoir une influence sur le parcours de vie des personnes qui ont vécu ce genre de situation. Hermione, elle a fait des tentatives de suicide, elle s'est mutilée. Est-ce que ce sont des conséquences qui sont communes ? Il faut effectivement qu'il n'y ait pas une omerta par rapport à ça, qu'il n'y ait pas un tabou. Après, il reste toujours à dire que les causes de suicide sont souvent multifactorielles, mais c'est évident que ce genre de dynamique d'exclusion, ce genre de violence font du mal, et ce mal s'exprime, doit sortir par des actes qui sont malheureusement des fois tournés contre la personne elle-même. Mais ça peut aussi être de la violence qui sort avec une forme d'agressivité envers les autres. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre des jeunes dire qu'après avoir vécu ce genre de mise à l'écart, de violence, d'insultes répétées, d'ignorance aussi, pour eux, c'était plus simple après de devenir agressif en fait avec les autres. Donc on voit bien qu'on est dans les deux cas dans des cercles vicieux, un cercle qu'on doit pouvoir arrêter. Dans le cas d'Hermione, l'école, elle n'a rien fait. Est-ce que c'est souvent le cas ? Et pourquoi l'école ne fait rien ? Alors effectivement, on entend souvent dire que l'école n'a rien fait, ne fait rien. Dans certains cas, c'est possible effectivement que l'école ne fasse rien, peut-être de moins en moins. Par contre, il me semble que la plupart des cas, l'école fait des choses, mais qui ne sont pas suffisantes pour arrêter, réduire la souffrance. Donc je comprends totalement qu'on puisse dire que le monde adulte ne fait rien par rapport à l'ampleur des souffrances vécues. Par contre, dans la majorité des cas, il y a des discussions entre professionnels. Ça fait 10 ans que je travaille sur la thématique. Il m'est déjà arrivé de croiser certaines directions, certains professionnels qui pensent effectivement que ce ne sont que des problèmes d'enfants et que
Ça doit être réglé entre eux, quoi, finalement. Et c'est totalement inacceptable. Mais honnêtement, c'est une écrasante minorité de professionnels qui pensent ainsi. Par contre, moi, ce que je vois, c'est plutôt des professionnels qui sont à l'écoute, qui effectivement constatent ce qui se passe, qui en parlent entre eux, qui essayent de mettre en place des choses, mais que ces actions de prévention et d'intervention en lien avec ces situations complexes ne suffisent pas, en fait, finalement. Parce qu'on doit effectivement admettre que par rapport à ces situations, il doit y avoir tous les maillons de la chaîne, finalement, des adultes et des jeunes aussi, qui accompagnent, qui entourent ces jeunes en souffrance. Ces maillons doivent être clairement solidaires. C'est-à-dire que par rapport à ces situations, on doit déjà avoir un monde adulte, un monde de professionnels, un monde d'enseignants et d'enseignantes dans ce cas-là, si c'est en milieu scolaire, qui doit donner une cohérence de message par rapport à ce qui se passe. Il suffit qu'il y ait juste un adulte qui tolère ces actes pour que tout ce qui a été mis en place par les autres adultes, l'efficacité soit minimisée en fait. On a demandé à Victoire si au moment où Hermione vivait tout ça, elle avait parlé à quelqu'un ou cherché de l'aide, et voici sa réponse. Les profs étaient au courant, et je sais qu'il y a son prof principal qui essaie de la soutenir. Je sais qu'elle lui parlait des fois entre les cours, mais j'ai pas eu d'écho que d'autres profs faisaient la même chose. Ils ont parlé à la direction. La direction a dit que du coup elle devait parler entre elles, essayer de mieux s'entendre, mais ils n'ont pas voulu la changer de classe. Ils n'ont pas voulu la changer de cycle. C'est elle qui a dû faire des demandes pour aller dans d'autres cycles qui, eux, ont jamais répondu, je crois, ou ont refusé. Donc, elle n'a pas pu changer de cycle. Elle a foutu en l'air sa scolarité pour juste 2 personnes, en fait. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce que là, elle va pas faire les examens finaux, puis elle a vraiment pas son diplôme. Au tout début, je l'avais vue parce que ça a commencé quand j'étais avec elle, chez moi. Et après, au début de la rentrée scolaire, j'avais vraiment rien vu qu'en fait, j'étais pas dans sa classe, donc c'était dur pour moi de voir. Mais même à la récré, des fois, ça arrivait, et je voyais du coin de l'œil, mais je pensais pas que c'était autant. Et à ce moment-là, j'étais au courant de rien, et c'est un ami à moi, qui était avant son meilleur ami, qui est venu me dire qu'elle avait vraiment des problèmes. Et je lui ai demandé, et en fait, elle a pas osé m'en parler. Elle n'osait pas en parler, puis elle s'est totalement renfermée. Et quand je lui en ai parlé, elle s'est ouverte à moi et tout. Mais avant même d'avoir le texte là, je ne savais pas qu'elle avait fait 2 tentatives de suicide. Une, je savais, mais pas l'autre. La mutilation, je savais. Mais en fait, je me sentais impuissante parce que je pouvais rien faire à part parler à ses parents pour savoir ce qu'ils veulent faire, la soutenir. J'allais aussi des fois le vendredi soir chez elle, aller la voir un moment. Mais plus que tant, je savais pas quoi faire en fait. C'était juste ça le problème. C'est qu'à part l'accompagner dans sa classe, je pouvais pas aller en cours avec elle. En fait, ces 2 filles-là, elles sont, comme on dit, populaires. Elles font partie de ce groupe-là. Et c'est pour ça qu'en fait, vu qu'elle traînait tout le temps avec elle, son sac d'amis, il s'est renfermé encore plus. Puis elle en avait plus beaucoup. Et après, quand elle a voulu arrêter avec eux, ils sont tous retournés contre elle. Du côté où elle avait pas de chance, c'est que moi j'étais pas dans sa classe, que du coup elle avait aucune amie proche dans sa classe et que son copain il est dans un autre établissement, donc il pouvait rien faire non plus, il pouvait même pas venir la chercher ou ça, c'était impossible pour lui non plus. Les autres, en fait, ils faisaient un peu comme si elle n'existait pas. Ils l'évitaient ou ils lui parlaient plus trop. Et c'était ça aussi qui était dur pour elle, parce qu'elle avait personne à qui se retourner. Par exemple, dans sa classe, elle m'avait expliqué une fois que elle était juste devant eux, le banc. Il y avait les 2 filles derrière, elle faisait qu'elle l'insultait derrière son dos. Et il n'y a personne qui disait rien. Elle ne pouvait rien faire, elle ne savait pas vers qui se tourner. Mais en fait, ça lui a tellement fait peur qu'elle n'osait même plus retourner en cours. Je pense, même si ça aurait été dans une autre classe, elle ne serait pas retournée. Parce que ça a créé une phobie chez elle. Ce que je comprends. Moi, je pense pas que j'aurais osé non plus retourner. Au début, on n'en avait pas forcément parlé à ses parents, mais elle a toujours été proche de ses parents. Dès qu'il y avait un problème, ils en parlaient et tout. Et que comme ça, après, ils ont pu l'aider et tout. En parler à ses parents, elle était toujours mal, mais ça lui a quand même enlevé un poids.
Et elle avait plus aussi un peu des gens qui vers se tourner, même si elle ne le faisait pas non plus tellement avec eux. Elle faisait plus avec son copain ou moi. Mais en parler avec les filles, ça servait à rien. Parce qu'en fait, ils ont parlé et direct après Noël, elle revient et ça recommence. C'est son sport aussi qui l'a beaucoup aidé. Ses plus grandes ressources, c'est vraiment le sport parce qu'elle y est tout le temps, que ce soit avec son copain, pour regarder ses matchs ou que ce soit les siens. Son copain, c'est aussi une énorme ressource. Je sais qu'elle est souvent avec et que même quand je vais passer du temps avec elle, il est là et tout. Et je vois qu'il lui donne beaucoup de sourires. Et aussi, je pense à sa famille et moi, on l'aide aussi beaucoup comme on peut. Mais c'est vraiment ça, son cercle. Est-ce qu'en parler à un prof est une ressource utile pour les jeunes dans cette situation ? En parler à un adulte de confiance, c'est absolument vital, essentiel. Que ce soit le prof, que ce soit une autre personne qui gravite autour des jeunes. On a vu à quel point, avec ce témoignage, une honte peut rapidement entourer la victime par rapport à ce qu'elle vit. Dans ce cas-là, c'est très très important de pouvoir justement casser ce mur de la honte qu'on pourrait vivre pour pouvoir partager, pour avoir du soutien, et puis surtout pour que des choses soient mises en place. Donc oui, il faut en parler. Après, il faut réussir à se dire que malgré le courage qu'on a de pouvoir en parler, il n'y a pas tout qui va s'améliorer comme par miracle finalement. Donc c'est garder finalement cette possibilité d'en parler à plus de gens de confiance. Je pense qu'il faut faire effectivement attention à ne pas en parler à des gens qui pourraient potentiellement être malveillants, malveillantes avec nous. Par contre, de réussir à trouver des adultes de confiance, des jeunes de confiance et en parler avec sa famille, c'est extrêmement important. En tant que témoin, Victoire dit qu'elle se sentait impuissante face à la situation. Est-ce que c'est normal de se sentir comme ça ? Et que pourraient faire les jeunes témoins de ces phénomènes de harcèlement, intimidation à l'école pour aider la victime ? À mon avis, le sentiment d'impuissance vient du fait que cette personne était minoritaire par rapport au groupe de jeunes qui gravitaient autour de la victime, de la cible. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de faire un podcast si tous les témoins réagissaient, finalement. On n'aurait pas ce genre de témoignage. Qu'est-ce qui pousse les témoins à ne pas agir, en fait ? C'est beaucoup la crainte d'être les prochains, les prochaines sur la liste. On a parlé de la popularité de ces deux jeunes-là qui, visiblement, étaient au centre des groupes de jeunes. Donc, je pense, sans savoir plus précisément les circonstances, les détails de l'histoire, que ce qui amène cette jeune témoin à être si impuissante, c'est vraiment le déséquilibre en termes de nombre de jeunes concernés. Red flag, red flag, red flag. Quels conseils on pourrait donner aux jeunes témoins, justement, de ces phénomènes de harcèlement, intimidation, pour aider concrètement les victimes ? Je pense que c'est faire alliance avec le plus de personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être compliqué d'aller devant un groupe très soudé qui participe ponctuellement ou tous les jours à ces attaques contre la victime. C'est de pouvoir faire alliance avec le plus de gens concernés, que ce soit du monde adulte ou des jeunes, qui se rendent compte que c'est pas du tout normal ce qui se passe, c'est délétère, ça fait du mal. Et aussi pouvoir leur dire à ces jeunes qui observent toutes ces situations sans réagir, qu'ils ont un rôle à jouer, que c'est faire preuve de courage, de pouvoir s'opposer à ce genre d'action pris dans des phénomènes de groupe, et pouvoir garantir le plus possible de soutien à ces jeunes victimes. Et quand on est victime, ou la cible, comment se sortir de ce genre de situation ? On a déjà dit, le fait d'en parler est la première étape. Pouvoir faire alliance avec le plus de gens possible aussi. Réussir à se faire entendre avec les personnes qui nous entourent. Avoir ce niveau d'exigence par rapport aux cas posés par les adultes. Ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire comprendre à tous les adultes concernés, tous les professionnels concernés, que la situation est pas acceptable, qu'elle engendre énormément de souffrance et que donc il faut qu'il y ait des solutions qui soient proposées, mises en place et suivies. On a entendu dans le témoignage le refus d'un changement de classe, le refus d'un changement de cycle. Ça, c'est effectivement des choses qu'on entend. Certaines personnes qui pensent que c'est carrément une double peine, finalement, de faire bouger la cible, la victime. À mon humble avis, par rapport à ces situations, on ne doit pas se mettre des limites à ce qui est possible de faire.
Si ça peut être quelque chose qui améliore la situation, on doit prendre en considération cette option. Et moi, honnêtement, ce qui m'inquiète beaucoup avec le changement d'établissement, c'est qu'avec ces phénomènes qui continuent sur les réseaux sociaux, les limites spatiales, disons, sont vite dépassées, quoi. Donc, c'est difficile de garantir la sécurité dans ce cas-là si on a vraiment des attaques très présentes dans l'espace numérique, même en cas de changement d'établissement. Mais ça peut être une soupape qui fait que la situation s'améliore pour certaines personnes et que donc, c'est une option qui doit aussi être prise en compte. Je pense que le plus important, c'est évidemment de pouvoir entendre, prendre des décisions en accord avec la victime et sa famille. Est-ce qu'il existe des ressources pour ces phénomènes en Suisse auxquels les jeunes pourraient faire appel Il y a effectivement la possibilité de pouvoir poser des questions, témoigner sur des plateformes comme ciao.ch. Je pense que c'est une façon de faire qui peut permettre de sortir de son isolement, sortir aussi de son incapacité à en parler. C'est peut-être plus facile d'en parler avec une professionnelle à travers un tel portail. Il y a aussi effectivement des ressources dans chaque structure normalement, c'est-à-dire que autant à l'école que dans les différentes organisations qui s'occupent de l'accueil des jeunes, il y a normalement des personnes formées pour pouvoir écouter et prendre en charge ces situations, avec toutes les limites qu'on a déjà abordées dans le cadre de ce podcast. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir sortir de son isolement d'une façon ou d'une autre, finalement. L'apport, effectivement, d'une activité sportive, la possibilité d'avoir d'autres amis sont effectivement extrêmement précieux. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc le soutien vraiment de toute personne qui peut aider est vital, avec cette exigence à mettre vraiment sur un cadre qui permette que la personne puisse venir en sécurité dans ses différentes activités. Et la police aussi. Moi, je pense que la police est un acteur très important. C'est un des maillons de la chaîne qu'on doit pouvoir activer si nécessaire. La police est de plus en plus formée pour accueillir de tels témoignages. La police a aussi des limites, comme les professionnels concernés. Mais c'est très important, surtout dans le cas de violence sur les réseaux sociaux, de pouvoir prendre des captures d'écran, de pouvoir avoir des preuves, pour pouvoir aller effectivement porter plainte, si cela est possible et si cela peut amener des changements positifs. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que porter plainte, non seulement ça permet de pouvoir en parler à des personnes qui se sentent concernées, et ça permet d'avoir une certaine action sur les événements. Mais après, des fois, ces actions sont trop éphémères, comme on l'entend dans le témoignage. Ça a pu permettre peut-être à un moment donné de provoquer une réaction chez les parents des élèves autrices, mais sur le long terme, ça a visiblement pas eu les effets escomptés. On va vous faire écouter la fin du témoignage de Victoire qui tient à relever les manquements auxquels, d'après elle, Hermione a été confrontée, mais aussi ce qui lui a fait du bien, et les conseils qu'elle souhaite donner pour les témoins et les victimes de violences à l'école. Il y a beaucoup de choses que je trouve inadmissibles, comme le directeur qui ne fait rien. Il faudrait qu'il y ait plus de prévention pour ça, ou que les directeurs ils fassent plus de choses pour les élèves. Et aussi, je pense, comme elle l'a dit dans ce que j'ai lu, ça lui a fait du bien de se faire entendre quand elle a porté plainte. Donc je pense que là, que ce soit dévoilé au grand jour, même s'il n'y a pas les identités, ça va lui faire un bien fou, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont savoir où ça, et même elle, ça la libère de pouvoir tout exprimer. En tant que témoin, c'est pas de trop prendre à cœur non plus, parce qu'en fait après ça peut vous affecter, et c'est ça le problème, c'est que si ça vous affecte aussi, vous n'allez pas pouvoir aider la personne correctement, et aussi d'être présente et de pas trop en faire. Si la personne elle se sent pas bien, qu'elle aimerait être seule ou pas trop en parler ou ça, c'est son choix, faut laisser, sinon elle va peut-être se braquer. Et pour les personnes qui vivent ça, c'est de pas avoir peur d'en parler. Parce que comme elle l'a dit, elle a porté plainte et en fait ça lui a fait du bien. Mais il faut pas avoir peur ou se dire oui mais c'est peut-être ma faute, tout ça. Faut y aller, faut en parler directement quand ça arrive, parce qu'on sait pas l'ampleur que ça peut prendre. Est-ce que les conseils que donne Victoire sont les mêmes que les vôtres en tant que spécialiste, ou est-ce que vous en avez d'autres à donner ? Alors effectivement, les conseils que je pourrais donner iraient dans le même sens que ce qui a été évoqué.
Si on commence à subir ce genre de phénomène, il faut pouvoir en parler le plus vite possible aux parents, aux amis et à des adultes de confiance au sein de l'établissement scolaire. Si ça continue, il faut pouvoir alerter les différentes strates hiérarchiques de l'établissement, c'est-à-dire les différentes personnes en responsabilité dans les organisations scolaires. Et dans les cas où effectivement on a des preuves, où c'est allé si loin que les preuves sont recevables au niveau pénal par la police, il faut évidemment aller voir ces personnes le plus vite possible. Et Victoire, elle a une question pour vous, on l'écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou que ce serait possible de faire pour que les écoles prennent ça plus au sérieux dès le début et pas qu'ils minimalisent la chose? Oui, évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de moyens aussi à disposition. On fait le maximum. Les professionnels aussi font beaucoup. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces situations terribles. Et c'est évidemment très important d'en parler le plus possible. Par contre, je pense que dans le traitement médiatique de ces phénomènes, ce qui nous manque des fois, c'est aussi de mettre en avant, d'illustrer toutes les démarches de prévention, d'intervention, d'implication des élèves qui sont faites dans de nombreuses structures, qui permettent pas de tout régler. Ça, je pense qu'il faut aussi admettre qu'on peut faire la meilleure prévention, qu'on peut avoir les adultes les plus attentionnés en lien avec le bien-être des élèves, que malheureusement, il y aura toujours des situations. Mais que par rapport à ces situations, je ne veux pas donner un message d'impuissance, bien au contraire. C'est qu'on peut essayer de mettre en place des choses, on doit essayer de mettre en place des choses, et on doit suivre, et on doit ne jamais accepter, en fait, finalement, ce qui doit être considéré comme un échec éducatif si on n'arrive pas à soulager ces trajectoires de vie. Donc oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Renforcer les capacités de la communauté éducative, donc ça veut dire vraiment de l'ensemble des adultes à pouvoir réagir, mais non seulement à l'école, mais aussi dans les autres structures. Et dans des autres structures qui ont peut-être trop souvent moins de moyens qu'à l'école, en termes d'encadrement, en termes de formation, en termes de possibilités d'agir. Il faut continuer les efforts de prévention, oui. Il faut continuer les efforts d'intervention, oui. Il faut continuer les efforts d'alerter les professionnels qui travaillent avec la jeunesse. Je pense que c'est un devoir déontologique. On est vraiment sur une exigence très spécifique professionnelle en lien avec le travail avec des jeunes pour leur permettre de pouvoir profiter de ces espaces pour s'épanouir et non se sentir isolé et mis de côté. Mais je pense que la collaboration aussi entre les différentes structures est extrêmement importante. Et que là, il y a encore beaucoup d'efforts à mettre en place pour permettre ça. Merci beaucoup Basile Perret pour votre intervention dans cet épisode. Avant de terminer, on aimerait revenir sur certaines situations pour savoir si, selon vous, ce sont des red flags ou non. Donc se faire bousculer dans les couloirs par d'autres camarades de la classe, est-ce que c'est un red flag? Si c'est tous les jours, si c'est surtout des groupes de jeunes qui s'en prennent, c'est plus qu'un red flag, c'est une urgence d'intervenir. Un élève qui refuse d'aller à l'école, un red flag pour l'entourage ou non? À mon avis, bien sûr, dès qu'un élève ne veut pas aller à l'école, c'est qu'il y a une raison derrière. Red flag, oui, parce que tous les élèves, tous les jeunes doivent pouvoir aller dans des activités telles que l'école, la tête la plus tranquille possible. Mais par contre, c'est pas toujours les mêmes phénomènes qui sont impliqués dans ce qu'on peut appeler à long terme la phobie scolaire. Se faire exclure d'un groupe d'élèves, red flag ou non? Le red flag vient si on se retrouve exclu des différents groupes de socialisation qu'on a. Là, c'est un danger très très fort qui, à mon sens, on est allé trop loin déjà, mais ça, c'est vraiment plus qu'un red flag. Entendre des rumeurs au sujet d'un élève, red flag? De nouveau, cette notion de répétition. Si ça arrive une fois, à mon sens, c'est pas un red flag. Par contre, énorme red flag si c'est tous les jours, si c'est à chaque cours, et que ça dure. Merci Basile Perret. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez, ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci à Victoire et à Hermione pour leur témoignage. C'est jamais facile de se confier, mais grâce à ces jeunes qui ont accepté de le faire pour Red Flag, ça peut aider d'autres victimes. Cette parole participe à la lutte contre la violence envers les jeunes. La violence, ça sera jamais acceptable. Et si vous sentez que quelque chose ne va pas,
c'est sûrement que quelque chose ne va pas. Alors faites-vous confiance et essayez de ne pas rester seul.